Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a annoncé un projet de construction de 3000 nouveaux logements en Cisjordanie. Vous savez qu'il y a 700 à 800 000 Israéliens qui habitent dans cette partie de la Cisjordanie. Et là, il n'y a pas d'achat possible. Oui, je peux me renseigner si vous voulez. Malay Adumim and Efrat, I'll never give back. Stop killing children! Stop killing children! We are all Palestinians! Une belle propriété en pleine nature, avec piscine, sur un territoire occupé illégalement en Cisjordanie. Est-ce que ça vous intéresserait ? C'est en tout cas ce que proposait un promoteur il y a quelques semaines lors d'une foire immobilière organisée dans une synagogue de Montréal au Québec. Un événement loin d'être unique, puisqu'il s'est répété à plusieurs reprises au Canada et aux États-Unis, non sans susciter de vives protestations. It is so heartbreaking for us as Jews to see events like this happening tonight in synagogues. We are here protesting a real estate tour organized by Israeli and American companies. Dans ces salons, il était possible d'y trouver tous les renseignements financiers et légaux pour investir dans des villes au sein des frontières israéliennes, évidemment, à Tel Aviv, Jérusalem ou encore Netanya, par exemple. Mais pas que, puisque des projets immobiliers étaient également présentés dans certaines colonies de Cisjordanie. Not only place over the green line at the West Bank, it's okay. But if you ask me about the fact, you can feel comfortable. Et un peu plus d'une semaine plus tard, mais de façon bien moins médiatisée, s'est tenu en plein Paris, à quelques minutes des Champs-Élysées, ce même type d'événement dans lequel nous nous sommes infiltrés, alors que de nouveaux devraient être organisés cet été à Marseille et à Nice. Mais alors comment de tels rendez-vous sont rendus possibles en Europe et en Amérique aux dépens du droit international en ce qui concerne la Cisjordanie ? Que traduisent-ils de la politique coloniale d'Israël et surtout que présagent-ils de l'avenir des territoires palestiniens de la Cisjordanie à Gaza ? On y répond tout de suite sur Blast. Una Barrett est journaliste pour le média indépendant Pivot au Canada. C'est elle qui s'est d'abord infiltrée à Montréal pour en savoir plus sur cet événement organisé dans une synagogue. Sur le site donc, de l'événement, on peut voir, vous pouvez obtenir en tout cas de l'information sur des biens immobiliers. En dessous, il y avait toutes les villes différentes d'où ils vendaient les biens immobiliers. Moi, j'ai remarqué, il y avait Neve Daniel, Malay Adumim et Efrat. Et c'est là où, en fait, voilà, je me suis rendu compte que ces trois villes, disons colonies israéliennes en Cisjordanie, étaient des colonies. Et c'est là où je me suis dit, je vais y aller par moi-même et vraiment découvrir s'ils vendent vraiment des biens immobiliers là-bas. Donc après, une fois arrivé dedans, donc là c'était très intéressant de voir ça. Donc c'était une vraie foire immobilière, c'est ça, avec plusieurs stands. Il y avait des stands d'avocats, des stands de spécialistes en taxation et surtout des stands d'agents immobiliers ou agentes immobilières. Je me suis dit que j'allais devoir me construire une histoire parce que je pouvais pas me présenter en tant que journaliste. Je me suis dit que j'allais dire que par exemple que ma mère est israélienne et qu'elle voulait m'utiliser un peu en tant que vu que je suis étudiante internationale pour récupérer de l'information. Dans la foire, il y avait plein de stands d'agences immobilières différentes et chaque stand vendait aussi à Jérusalem, à Tel Aviv, en Israël, donc là où ils ont totalement le droit de donner de l'information sur des biens immobiliers en Israël. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait certaines agences qui ne se cachaient pas de vendre aussi du territoire en Cisjordanie et dans des colonies israéliennes reconnues illégales sous le droit international. Il y avait vraiment des banderoles derrière les stands qui disaient venez obtenir de l'information sur des biens immobiliers à Efrat. If they want new development, I have this new project that's going to be ready in 32 months.
I'll show you what the neighborhood's going to look like. It's very, very, very nice. It's in Efrat. Efrat, you see, it's like in the nature. You have a lot of fields. 4 bedrooms. It's 32. The first floor. 32 homes. Okay, 32 homes. It starts from 6 rooms. Okay. And then we have bigger. That's nice. And some of the units have private swimming pool. Okay. And it's heated. And of course, you have a mamad. A mamad is a safe room. Okay. So if God forbid there's a siren or something, the new projects, they build a safe room. Old projects, you don't have. Oh, ok, d'accord. So that's nice. Donc c'est ça, elle m'a sorti le gros bouquin avec voilà toutes les explications des maisons qui allaient sortir de terre. Les piscines chauffées qu'elle a essayé de me vendre à Efrat, des domaines, des biens immobiliers à Efrat, à Neve Daniel et à Malaya Adumim. Avant de commencer, revenons sur ce qu'est la Cisjordanie, car son histoire, celle de ses frontières, de ses populations, de sa société et des colonies israéliennes qui s'y sont implantées, sont loin d'être aisées à comprendre. La première chose qu'il faut savoir, c'est que techniquement, la Cisjordanie, elle n'a pas réellement de frontières, dans le sens d'une frontière internationalement reconnue. Ce qui est généralement considéré comme les frontières, je mets des guillemets, de la Cisjordanie, c'est ce qu'on appelle la ligne verte. La ligne verte, en fait, il s'agit tout simplement des délimitations de l'État d'Israël, qui, pendant la guerre israélo-arabe de 1948-49, s'est donc installé sur à peu près les 3/4 de la Palestine mandataire. Et donc cette ligne verte correspond à la ligne d'armistice en fait décidée en 1949 par les accords d'armistice. Donc ensuite, en 1967, au moment de ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, qui a été cette guerre éclair qui a permis à Israël d'occuper la Cisjordanie et Gaza, donc ce qui sont devenus les territoires occupés. Eh bien, Israël donc a militairement occupé, comme je viens de le dire, donc ces 2 territoires et a mis en place une administration civile pour donc gouverner les populations de Cisjordanie. Il n'était pas question d'annexion à ce moment-là, même si c'était discuté au niveau gouvernemental israélien. Les premières implantations des colonies ont commencé dès l'année 67, en fait, même si ça s'est accéléré après, dans les années 70. La Cisjordanie, c'est donc un territoire administratif complexe, mais la présence et le développement sur ces terres depuis des décennies de colonies israéliennes sont-elles légales ? Alors là, il faut distinguer 2 types de lois. Le premier, c'est le droit international qui interdit de manière très explicite, et ça depuis la Charte des Nations Unies, l'annexion par la force d'un territoire. C'est dans les principes, non seulement de la Charte des Nations Unies qui a été rédigée en 1945, mais aussi dans les conventions de Genève. Donc il est totalement interdit, et d'ailleurs on l'a rappelé encore au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie, il est totalement interdit à un État de s'accaparer le territoire d'un autre, ou en tout cas d'une population, par la force. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, au niveau du droit national, eh bien, par définition, on ne peut pas faire un contrat dont l'objet serait illicite. Et donc, par définition, si il y a effectivement des contrats de vente de terrain qui n'appartiennent pas d'ailleurs à ces personnes-là, eh bien, c'est un contrat qui n'a absolument aucune valeur et qui est donc illégal, non seulement au regard du droit international, mais au regard du droit national. Quand j'ai parlé donc aux 2 avocats qui avaient leur propre kiosque, et quand je leur ai posé la question de mais est-ce que c'est légal, est-ce que c'est un problème d'habiter en Cisjordanie, dans ces colonies reconnues illégales sous droit international, et on m'a dit que bien sûr que non, c'était totalement légal et qu'il n'y avait vraiment aucun problème à ça. I always wonder, and even my mom, she always wonder, like, yeah, how is it like also for the safety, but also legally? Like, is it something, or like to buy there, you know? Like, will they ever give it back? Yeah, no. Malaya Adumim and Efrat, they'll never give back. Again, nobody can promise. We don't know. It depends where in the West Bank. Okay, if you ask me about the Efrat, it's legally 100%. You can get mortgage from each bank in Israel. Not only place over the green line at the West Bank, it's okay. But if you ask me about the Efrat, you can feel comfortable. Honnêtement, là, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que ça a l'air tellement d'être une fraude. Et bien évidemment, le fait d'amener 2 avocats, c'est pour donner l'impression aussi qu'il y a une forme de légalité à ce projet.
ce qui est totalement faux. Mais je suis persuadé que ces avocats ne sont pas des avocats canadiens. Ce serait totalement illégal ce qu'ils feraient. Je ne suis même pas sûr que ce soit des avocats israéliens, ou en tout cas, il faudrait le vérifier. Voilà, mais en réalité, il y a tout déjà les indices d'une fraude ou d'une pyramide de Ponzi, de tout ce type de fraude où on essaye d'avoir des personnes qui ont une légitimité juridique, des arguments marketing, etc. Je vais prendre un exemple. C'est comme ceux qui aujourd'hui vendent des terrains sur la Lune ou sur Mars, qui appartient à personne, et donc personne n'a le droit de vendre un territoire. Si des gens achètent, eh bien, à nouveau, ça sera à leur perte parce que le contrat est illégal par nature. Donc aujourd'hui, c'est non seulement une forme de voracité capitaliste qui est mal placée, mais c'est surtout, un très très mauvais investissement. En réalité, c'est simplement une escroquerie, et donc ces gens-là vont perdre leur argent, mais d'une certaine manière, ils l'auront mérité. Now, the benefit of a flat is that foreigners don't have to pay purchase tax, so that's 8% cheaper. If it's a flat, it's better that she doesn't. It's better that you go. Me? Because then there's no tax. Oh, but why me? Because I'm... Because you don't have an Israeli ID. Oh. Oui. Donc là, c'est la première chose qui est intéressante, c'est de voir cette corrélation directe entre des politiques coloniales qui sont des politiques du gouvernement et leur impact direct sur l'attractivité de projets immobiliers comme cela, parce que un des arguments de vente des personnes qu'on voit sur cette vidéo, c'est de dire que les colons ne payent pas de taxes et bénéficient de réductions fiscales. Et c'est donc un des arguments de vente. C'est en fait l'incitation du gouvernement pour que des particuliers aillent dans des endroits où, par définition, les risques sécuritaires et surtout les risques juridiques sont plus importants. Les nouveaux projets immobiliers, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour cette expansion, parce que regarde, le nouveau projet immobilier qu'on a essayé de me vendre, c'était des dizaines et des dizaines d'énormes maisons de 7 chambres qui allaient sortir de terre. Donc ça, c'est du nouveau territoire, c'est du nouveau terrain. Et d'autant plus, moi je dirais, moi par exemple en tant que Française, ou même les Canadiens, enfin toutes les personnes qui sont non israéliennes, ont 8% en moins de taxes à l'achat, aussi bien en Cisjordanie qu'en Israël. Donc il y a clairement cette politique de vouloir ramener le plus de personnes possible aussi de l'étranger. En réalité, les acteurs privés agissent toujours par incitation des pouvoirs publics, selon qu'on donne ou non un avantage fiscal, selon qu'on autorise par la loi ou non. Et donc effectivement, à partir du moment où des autorités nationales considèrent qu'il est non seulement légitime, mais légal au regard du droit national de coloniser ou de s'accaparer les terres d'autrui, eh bien ensuite les acteurs privés mettent en œuvre ces politiques nationales. Donc aujourd'hui, en réalité, ce qui se passe, c'est aussi le fruit de l'ambiguïté du discours des dirigeants israéliens, qui reste ambigu. Alors, sur la Cisjordanie, il y a peu d'ambiguïté. Il y a un projet politique qui est assumé de colonisation. Sur Gaza, on le voit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a un appétit comme ça de s'accaparer immédiatement, en réalité, les terrains les plus profitables? Eh bien, c'est en réalité le fruit d'un discours israélien qui est de dire: aujourd'hui, on mène la guerre à Gaza et demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui laisse l'espace pour des acteurs privés pour se dire aujourd'hui, il y a une bonne affaire à faire sur ces terrains-là. Et il y a différents types de colonies en Cisjordanie. Il y a les colonies qu'on appelle légales. Légales au sens où elles sont légalement reconnues par l'État d'Israël. Et il y a ce qu'on appelle les colonies, les avant-postes, en anglais outposts, illégales au sens où l'État d'Israël ne les reconnaît pas. Alors, ces colonies dites légales, il y en a environ 150. Et ces colonies qui ne sont pas reconnues par l'État d'Israël, elles sont à peu près 145, 144, 145. Après, quand je dis légales et illégales, là, je vous parle par rapport au gouvernement d'Israël. En réalité, toutes les colonies sont illégales du point de vue du droit international.
Depuis 1967. En fait, il n'y a pas moins de, je crois, 11 résolutions des Nations Unies qui se sont succédées. En gros, il y a 3 types de colons. Il y a les colons dits religieux, ceux qui sont installés là par vocation religieuse, qui pensent que c'est le territoire des Juifs, que c'est là qu'ils doivent être pour des raisons religieuses. Vous avez des colons dits nationalistes, c'est-à-dire pour qui la colonisation, le fait de s'implanter sur ces territoires, c'est une pratique pour étendre le Grand Israël. Voilà. Mais vous avez aussi un certain nombre de colons qui sont là pour des raisons de qualité de vie, je pourrais dire, parce que le gouvernement d'Israël, en fait, pour certains types de colonies, notamment celles qui sont éloignées du centre, qui ne sont pas près de Jérusalem et près de l'État d'Israël, peut par exemple proposer des prêts immobiliers avec des taux avantageux, voire subventionner, ce qui fait qu'en fait on a des personnes qui ne sont pas forcément des ultra-nationalistes ou des ultra-orthodoxes qui vont se retrouver à aller habiter là-bas tout simplement pour des raisons financières, de confort, et se retrouver dans une situation en fait de vie assiégés, enfin où on leur apprend à vivre comme des assiégés avec tout l'armement aussi que cela suppose. Why does she want to be over the green line? Zionist. Yeah? I don't know. Because Baladimim is far from Efrat, you know. Yeah. Yeah. Oui, ça c'est une des distinctions entre 2 projets. Il y a un premier projet qui est un projet colonial à dimension religieuse et où les gens sont prêts à être en gros sur la ligne de front. Ils étaient super heureux que je demande à habiter en Cisjordanie. Mais il y avait vraiment ce petit regard de côté de disant « Ah, t'es une bonne sioniste, toi, non ? Ta mère, si elle va habiter en Cisjordanie, c'est une bonne sioniste, c'est vraiment cool. » Et donc, c'est vrai que quand un État, qui en plus est présenté comme une démocratie dans le discours public, explique par la voix d'avocat ou par la voix de porte-parole du gouvernement que ces projets de retraite ou ces projets immobiliers sont totalement conformes au regard du droit national, il y a une présomption légitime de ces gens de croire qu'ils agissent, eux, en conformité avec le droit international aussi. Et donc, c'est délicat parce qu'en réalité, on se rend compte aussi... Alors, on ne peut pas prétendre non plus que ceux qui vont s'installer aujourd'hui en Cisjordanie n'ont absolument aucune connaissance du caractère illégal de leur acte. Mais lorsqu'un État vous dit que ça l'est, lorsque des avocats vous le confirment et lorsque vous pouvez signer un contrat de vente, aller vous installer, etc., effectivement, ça participe un peu à ce mythe et à cette déconstruction du droit international, puisque en réalité, on participe à des actes qui sont des crimes de guerre, il faut le rappeler. Quand je dis c'est une violation du droit international et notamment des conventions de Genève, pour être très clair, ça constitue des crimes de guerre et donc ces personnes participent à des crimes de guerre, mais parfois pour des motifs autres, y compris des motifs purement financiers ou des projets de vie qui sont contraires au droit international et qui font donc d'eux, d'une certaine manière, des complices de ces crimes. Dans les populations qui occupent cette partie du territoire, il y a ceux qui considèrent que c'est la terre d'Israël. Ah oui, il y en a qui considèrent que c'est... Historiquement, c'est la terre d'Israël. Oui, mais même, c'est la vie qui en dépend, là, quand même, qu'on considère ou pas. Ils considèrent que... Ils sont religieux. Ils risquent... ils le savent. En fait. Ils acceptent. C'est presque un sacrifice, tu vois. Oui, ils acceptent. Ils disent c'est le prix à payer, mais il faut être chez nous. Quoi. Et l'autre partie, c'est les gens qui veulent avoir un appartement pour pas cher. Voilà. Est-ce que là, vous arrêtez sur la ligne verte ? Moi, pour l'instant, je n'ai pas prospecté au-delà de la ligne verte. Ce que vous entendez ici, ce n'est pas au Québec, mais bel et bien à Paris, pour une foire identique, mais d'une autre organisation, où étaient rassemblés agents immobiliers, juristes et potentiels acheteurs. Pour Blast, avec Rossé Rexac et une autre de nos collègues qui restera anonyme, nous sommes allés, nous aussi, à la pêche aux informations pour investir, entre guillemets, dans des projets en Israël, mais pourquoi pas aussi en Cisjordanie, car l'une des agences présentes au Québec était là de nouveau. Je me suis fait passer pour un jeune investisseur à la recherche d'opportunités intéressantes, tandis que mes 2 collègues jouaient le rôle d'un couple de futurs mariés qui souhaitaient rejoindre leur famille en Israël pour l'achat de leur première maison. Et force est de constater qu'il était bien plus difficile d'obtenir des informations en hexagone qu'outre-Atlantique. Il y a ici ou pas des gens qui vendent à Miami ou
Là, c'est vraiment plutôt que. Il y a un, ouais. Il y en a un. Un seul. Mais ça, ça marche. Il y en avait d'autres. Mais Parce que c'est illégal quand même. Enfin, je me dis, je sais pas. c'est pas illégal. C'est j'ai pas envie de rentrer dans des problèmes. Moi je peux le vendre aussi, mais j'ai pas envie de rentrer dans des problèmes. Si demain le terrain il est rendu, je fais quoi J'ai vendu un appartement. Je veux pas. C'est pas mon but. Oui, mais c'est tendu. C'est obligé. Oui, il y a une entrée avec un gars. Voilà. Est-ce que l'on veut vivre avec des soldats à côté aussi? C'est ça le truc. C'est ça, c'est vivre avec des soldats toute la journée. Mais il n'y a pas de transport en commun dans la colonie? Très peu. C'est dans un autre monde. Ça leur coûte moins cher déjà. Vivre dans les économies. Déjà vivre dans une colonie c'est compliqué. Et du coup quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ouais, si. Sionisme. Moins facile donc de trouver des opportunités côté français, l'agence qui proposait des projets au Canada ayant même changé son affiche, ne faisant plus mention de colonie, bien qu'elle soit toujours annoncée sur leur site internet. Difficile donc d'investir en Cisjordanie à cet événement, mais pas impossible, semble-t-il, auprès de certains promoteurs. Cisjordanie, elle est déjà, vous savez qu'il y a 700 à 800 000 Israéliens qui habitent dans cette partie de la Cisjordanie. Et là, il n'y a pas d'achat possible. Ah si, vous pouvez acheter là-bas au marché. Ah oui, oui, aussi. Ah oui, vous pouvez acheter. Mais là, je vous avoue que moi, je ne sais pas trop parce que c'est pas mon... J'ai pas l'habitude d'aller là-bas. D'accord. Parce que là aussi, je me dis qu'il y a peut-être des affaires à faire en misant sur la paix. Oui, je peux me renseigner si vous voulez. Alors comment expliquer une telle différence d'offres immobilières entre les marchés nord-américains et français sur des événements pourtant semblables? Est-ce que ce serait donc plus légal dans certains pays que dans d'autres? Bon, le droit est le même, puisque c'est le droit international. Je veux dire, la prohibition au regard du droit international, des conventions de Genève, de la Charte des Nations Unies, il est global. Donc, ce qui est interdit en France est interdit aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucune différence. La différence, elle est peut-être dans la culture de la volonté américaine ou canadienne de trouver aujourd'hui le filon, d'aujourd'hui de considérer qu'il y a une bonne opportunité financière à faire. Et donc peut-être que l'appétit aujourd'hui de certains investisseurs est plus grand chez nos voisins d'Amérique du Nord qu'ici. Mais en tout cas, au regard du droit international, il n'y a absolument aucune différence où qu'on se trouve sur la planète. Déjà, je pense que ça a dû beaucoup parler, vu que je les ai contactés juste après mon infiltration. Donc, ça m'étonnerait pas du tout que l'agente immobilière en question ait passé le mot aux autres personnes. Ça serait vraiment pas étonnant. Puis peut-être qu'aussi, vu que c'est une autre organisation, parce qu'il faut pas oublier aussi que la foire immobilière israélienne qui a fait le tour du Canada et des États-Unis, c'était pas la même organisation. Forcément, il y a aussi une corrélation entre la réponse du gouvernement américain qui a toujours toléré la colonisation, et d'ailleurs, l'administration Trump en 2018, lorsqu'elle autorise le déplacement de l'ambassade israélienne à Jérusalem et qu'elle considère que Jérusalem est la capitale totale de l'État israélien, eh bien, d'une certaine manière, elle remet en cause un principe qui était jusque-là, qui faisait consensus au sein de la communauté internationale, qui était de ne jamais reconnaître l'annexion illégale des territoires qui avaient été occupés depuis 1967. Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. It's been a long time coming. Almost immediately after declaring statehood in 1948, Israel designated the city of Jerusalem as its capital. Et donc, le fait que le gouvernement américain, dans son ensemble, et d'ailleurs Trump comme Biden aujourd'hui, soit, extrêmement tolérant, à la fois avec les crimes israéliens commis à Gaza et avec la colonisation de la Cisjordanie. La situation en Cisjordanie, en particulier les niveaux élevés de violence des colons extrémistes, les déplacements forcés de personnes et de villages et la destruction de biens, a atteint des niveaux intolérables et constitue une menace sérieuse pour la paix. Et le fait que
en Europe, notamment en France, le discours soit différent, bien qu'il soit encore extrêmement tolérant avec cette politique, eh bien aussi fait que ces investisseurs ont des discours différents selon qu'ils se trouvent au Canada, aux États-Unis ou en France. Ça, c'est assez classique aussi, pour ne pas alerter aussi les autorités. Is it less expensive in the settlement? It's about the same thing. Ah, yeah, it's the same price. Because it's gotten higher. It went higher now with the war? Because everybody, what, in the East? Yeah. C'est où dans les colonies? Not because of the war, because it's attractive in price. So it's already, the prices are here, and the prices in the West Bank are here. Okay. Mais voilà, ça c'est exactement ce dont on parlait, c'est-à-dire la corrélation entre une politique et des investisseurs privés. Et donc, ça, c'est lié à l'environnement international. Cette sécurité, elle est donnée par qui? Elle est donnée d'abord par le gouvernement israélien, qui dit « Moi, je vous garantis que jamais je ne changerai ma politique coloniale et que donc, lorsque vous investissez dans les colonies, eh bien, c'est un investissement sûr. » Mais elle est aussi liée à l'environnement international et à la réponse des différents gouvernements, notamment occidentaux, face à ces violations du droit international. Et donc, lorsque les gouvernements occidentaux, notamment les Américains, mais aussi les gouvernements européens, ont un discours ambigu sur l'illégalité absolue de ces actes, eh bien, ça donne d'autant plus de confiance aux investisseurs. Attardons-nous désormais sur ce compte Instagram. Des militaires israéliens en opération, des bombes, des tanks, mais également des plans ou des projections immobilières projetées en plein Gaza, car oui, c'est bel et bien le compte Instagram d'une agence immobilière, Arizahaf, dont le logo est fièrement affiché en zone de combat, promettant la reconquête de ce territoire. Oui, ça montre, la porosité en réalité entre un projet qui est présenté comme purement militaire, qui est de détruire l'ennemi, de détruire le Hamas, et un projet colonial, et en réalité, et parfois même un projet d'entreprise privée, où les employés de ces entreprises privées sont aussi des combattants dans l'armée israélienne. Et donc, il y a un mélange des genres qui est extrêmement non seulement dangereux, mais qui est encouragé d'une certaine manière par le gouvernement israélien, et notamment par les ministres d'extrême droite, et c'est ce dont je parlais en réalité sur l'ambiguïté du projet de l'armée israélienne et du gouvernement israélien dans la bande de Gaza, où on est passé d'une réponse uniquement à l'attaque du 7 octobre et d'une volonté de détruire le Hamas, à un projet de déportation et de déplacement forcé de la population gazaoui, puis pour certains, un projet colonial, de la même manière qu'il est mené en Cisjordanie. Et donc voilà, c'est toute cette ambiguïté en réalité qui sont un peu comme des bouées lancées, où on voit la réaction aussi de la communauté internationale et de l'opinion publique, et où on voit jusqu'où on peut aller, et ce qui est de l'ordre du tolérable et ce qui est de l'ordre de l'intolérable. Et jusqu'à présent, notamment les États-Unis, mais honnêtement l'ensemble des États occidentaux, ont été non seulement extrêmement tolérants, mais ont donné une carte d'impunité à l'État israélien, qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il n'irait pas systématiquement plus loin dans le projet criminel, puisqu'il est au regard du droit international dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Alors, ce promoteur n'était pas présent à l'événement que nous avons infiltré. Ses contenus se limitent à Internet. Toutefois, Check News les a contactés pour comprendre l'objet d'une telle communication. Il s'agirait, je cite, de la réponse du promoteur, non pas d'une campagne commerciale, mais d'une parodie, ou encore d'une action, je cite, de sensibilisation pour ouvrir une discussion. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que du coup, on reste aux frontières de ce qui est une plaisanterie et de ce qui est en réalité un réel projet. On pourra toujours se retrancher derrière l'argument humoristique, mais je ne crois pas que, faire de l'humour sur le fait de participer et d'être complice de crimes de guerre soit un argument commercial. Personne en Amérique du Nord a réussi à s'infiltrer à l'événement, mais
disons, la foire immobilière ou quoi a déjà répondu aux médias en disant que c'était juste de l'information et qu'il n'y avait vraiment aucun problème à ça et qu'en soi, vu qu'en Israël c'est légal, on ne voit pas pourquoi ça serait illégal de faire ça, même à l'étranger. Donc même si on leur répétait qu'à l'international c'était illégal. Donc je pense qu'ils faisaient... ces personnes en tout cas faisaient vraiment la distinction entre on ne vend pas de biens immobiliers là maintenant dans la foire immobilière, on donne juste de l'information, puis après ça se fait je sais pas, par téléphone ou sur internet. Je pense que c'est sûr que c'est de la communication, parce que même sur leur site, en fait, sur le site de l'événement, il y avait écrit en gros je pense que c'était quelque chose du genre ce n'est qu'un événement d'information. Donc je pense qu'ils font vraiment attention à ce niveau, même s'il y a vraiment la question légale de est-ce que même de l'information c'est légal. Mais de ce que j'ai compris, c'est que c'était très facile de après faire des devis par téléphone ou même à distance. Elle m'a jamais dit il fallait venir en Israël pour signer les papiers et pour mieux comprendre et pour visiter. Donc c'est des achats qui peuvent très très bien se faire à distance, surtout pour du neuf, parce que là le projet qu'elle m'a proposé, il n'y avait pas forcément de visite possible, c'est des maquettes, donc c'est très facile de vendre des maquettes, de vendre des projets 3D. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que tous les agences immobilières présentes vendaient aussi de l'ancien. Et de l'ancien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut sûrement dire aussi des maisons palestiniennes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même avant le 7 octobre, il y avait eu réactivation au sein du gouvernement israélien de projets d'annexion de la Cisjordanie. Donc ça, Jérusalem-Est a été annexée unilatéralement. Ça encore, c'est illégal au regard du droit international. Mais ces projets d'annexion existaient. Donc en fait, après, c'est intéressant. C'est vrai que ça fait un faisceau comme ça d'indices, même si ce sont des projections, ce ne sont pas des plans qui sont montrés comme tels, etc. Mais vous avez tout un processus, effectivement, c'est tout le processus du colonialisme de peuplement qui tend à finalement effacer la présence d'une population pour la remplacer éventuellement par une autre. Alors on ne sait pas si ça pourra arriver vraiment. Jusqu'à maintenant, Israël n'a pas réussi à vider tous les Palestiniens, donc on peut espérer que ce ne sera pas le cas. Donc je ne parlerai pas de certitude, mais on peut être très inquiet en tout cas, c'est sûr. Malheureusement, par expérience, dans les guerres, il y a toujours des gens qui veulent profiter de la guerre. Des marchands d'armes, des personnes qui veulent profiter des terrains ou des populations qui sont expulsées de leur maison, de leur terrain. Et donc, l'histoire de la Palestine n'échappe pas à cette réalité. Mais c'est vrai que ce processus de colonisation, notamment en Cisjordanie, c'est quelque chose, comme je le disais, qui est historiquement ancré en réalité dans l'histoire israélienne, notamment moderne, et qui aujourd'hui en fait se développe d'autant plus. Et donc c'est pour ça, c'est à la fois des gens qui voient une opportunité purement pécuniaire et capitaliste, et d'autres qui en font un projet politique, voire un projet religieux. Et donc effectivement, il y a une corrélation importante entre l'impunité dont jouit Israël depuis des décennies et aujourd'hui le degré de certitude de ces investisseurs sur la rentabilité de leur placement. Alors, simples opérations de communication ou réelles opportunités immobilières, symptômes d'une politique coloniale affirmée, malgré les discours, il reste malgré tout plus que facile de trouver des offres concrètes en Cisjordanie. Un 5 pièces à Malé Adoumim pour près d'1 million d'euros, un 6 pièces à Efrat avec 2 places de parking, l'air conditionné et des barres aux fenêtres pour, je cite, une sécurité améliorée et une tranquillité d'esprit, ou encore une propriété spacieuse au 3e étage d'un projet à sortir de terre pour 2026 à Neve-Daniel, avec bien sûr ascenseur et vue sur la vallée. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cela ne présage en tout cas rien de bon pour le développement d'un véritable processus de paix, de Gaza à la Cisjordanie.
Quoi qu'il en soit, c'est encore et toujours une manifestation des ambitions colonisatrices du pouvoir israélien, tandis que le nombre d'attaques de colons en Cisjordanie contre des Palestiniens ne cesse d'augmenter. Entre le 7 octobre 2023 et le 3 avril 2024, plus de 700 attaques ont été enregistrées par les Nations Unies, tandis que plus de 400 Palestiniens, dont 110 enfants, y ont été tués par les forces israéliennes de Jérusalem-Est à la Cisjordanie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez soutenir Blast et une information indépendante en partageant la vidéo ou en faisant un don. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles actualités sur Blast.